Je tiens à remercier Daniel pour cette sympathique présentation. C'est tout un honneur pour moi lorsqu'on m'a contacté pour échanger avec vous, pour vous traduire un peu ma conception de la formation actuelle en éducation dans le service de garde. Je tiens à remercier le Cégep de Saint-Jérôme. Vous savez, j'ai toujours dit qu'il y a deux cégeps que j'estime particulièrement. C'est le Cégep Saint-Jérôme et le Cégep du Vieux-Montréal. Alors, sauf que je ne connais pas les autres. Je ne les connais pas suffisamment. Mais ceux-là, je suis sûr vraiment de leur qualité pour voir des éducatrices. Et ce matin, ma douce me parlait, ma douce qui est Sylvie Boursier. C'est très important dans mon curriculum vitae. Alors, Sylvie Boursier me parlait du Cégep Saint-Jérôme. Elle a eu à donner des cours il y a quelques années de ça, en collaboration avec Monique Laprise, qu'elle apprécie beaucoup. Et elle me parlait des beaux souvenirs comme ça, et tout en se maquillant. Je trouvais curieux, mais pourquoi? J'ai dit, je dois appeler ma fleur de Laval. Alors, pourquoi tu te maquilles? On ne maquille pas une fleur. C'est méchant. Alors, ça, j'ai dit ça quelques fois. Alors, écoutez, on a 1 heure et j'ai beaucoup de matériel à vous communiquer. Bon, la première chose, c'est mes commerciaux, là. Alors, laissez-moi ça. Un passeport pour la vie. C'est la 3e édition, puis à la surprise de tout le monde, puis moi en premier. Il est traduit en 6 langues, il se promène à travers le monde. Je trouve que ça répondait vraiment à un besoin que tout être humain, et particulièrement les enfants, qui se trouvent une valeur. Là, actuellement, je suis en train je suis au dernier chapitre d'un livre, peut-être ce sera mon dernier, sur les complexes d'infériorité chez les enfants. Alors, j'ai travaillé 23 ans à l'hôpital Saint-Lucien, j'ai toujours vu les enfants durant 38 ans. J'ai beaucoup collaboré avec les CPE. Autrefois, on appelait ça les garderies, heureusement, on a changé le nom. Et j'ai tellement vu d'enfants qui se voyaient comme des moins que rien. Alors, le livre, c'est sur le complexe d'infériorité chez les enfants. Alors, les enfants qui se jugent comme des moins que rien, etc. Alors, je suis actuellement à la retraite, il y en a qui en doutent, là, mais je suis à la retraite, alors parce que la passion ne disparaît pas avec la retraite. Bon, toutes les recherches réellement scientifiques, qui sont bien documentées, et les recherches surtout longitudinales, ont démontré clairement que pour préparer un bel avenir pour nos enfants, il faut investir avant tout leur développement durant leur petite enfance. Ça, j'ai rien à vous apprendre là-dessus. Les éducatrices en milieu de garde ont un rôle essentiel de stimulation, d'éducation et de prévention. D'abord, dites-vous bien, lorsque le bébé vient au monde, le poids de son cerveau est 20% le poids moyen du cerveau des adultes. Mais le poids de son corps est 5% le poids moyen du corps des adultes. Rendu à 5 ans, le poids de son cerveau est 80% le poids moyen du cerveau des adultes. Ça a passé de 20% à 80% en 5 ans. C'est incroyable. La vitesse de développement, toutes les connexions, les connexions des neurones qui se font. Alors, c'est pour ça que le rôle de l'éducatrice est tellement fondamental dans la stimulation. Parce que l'enfant, naturellement, vient au monde avec un bagage héréditaire, avec des neurones, déjà du point de vue génétique. Mais si ces neurones-là ne sont pas stimulés, ils meurent. Alors, le cerveau ne garde rien qui ne se sert pas. Et puis aussi, il y a des moments privilégiés au niveau du développement qu'on appelle des fenêtres, que si l'apprentissage ne se fait pas durant cette période-là, ça va être beaucoup plus difficile. Après, ça peut se faire, mais c'est beaucoup plus difficile. Alors, ça veut dire à ce moment-là qu'on appelle le câblage du cerveau. Il y a des spécialistes qui disent, je ne sais pas jusqu'à quel point ils sont vraiment sérieux, mais plusieurs spécialistes disent qu'à l'âge de 4 ans, l'intelligence humaine est construite. Alors, vers l'âge de 4 ans. Alors, on a longtemps considéré les éducatrices comme de simples gardiennes.
comme si nos enfants étaient des moutons ou des chèvres. Alors, et on a longtemps cru que n'importe qui pouvait devenir spontanément une éducatrice en milieu de garde. Tel n'est pas le cas, et compte tenu de la complexité de la tâche, de plus en plus complexe, on parlait avec les réalités aujourd'hui, alors, la majorité des éducatrices en milieu de garde ont aujourd'hui une formation spécialisée de niveau collégial. Et ça, il faut que le public soit vraiment sensibilisé là-dessus. Aujourd'hui, la tâche de l'éducatrice en milieu de garde est de plus en plus complexe à cause de certaines réalités dans la famille et la société. On va en parler des réalités et je pense que les formations qu'on donne aux futures éducatrices doivent tenir compte de tous les enjeux sociétaux et toute la réalité de la famille. Mais j'ai pu observer, moi, depuis au moins 2 décennies, une augmentation de la qualité vraiment de la formation qu'on donne dans les cégeps pour l'éducation spécialisée. Depuis quelques décennies, on note ces changements dans la famille. Plusieurs formes de familles sont apparues, naturellement. Les familles monoparentales sont plus pauvres, ce que j'appelle, moi, la souffrance muette, une souffrance cachée dans la société, des moments seuls, des moments qui s'occupent des enfants, qui sont seuls, mais qui finalement sont sous le seuil de pauvreté. Réduction de la taille de famille. Hein, les Québécois de souche ont est en voie de disparition. C'est-à-dire, actuellement, c'est 1,4 enfants par famille, par femme. Alors, 1,4. Alors, pour qu'une société survive, il faut qu'il y ait un minimum de 2,1 enfants pour que ça demeure à peu près le même nombre. Alors, réduction de la taille des familles. Moi, je suis un fils de l'Abitibi, mais dans bien des régions, autrefois au Québec, chez moi, on était 8 enfants. À cette époque-là, c'était une famille moyenne. Alors, en termes de nombre, il y avait des familles 12, 14, 16 enfants, c'était pas rare. Alors, les enfants habitent plus longtemps chez leurs parents. Donc, les parents doivent s'occuper de plus en plus de leurs propres parents. Là, les jeunes ne quittent plus le foyer, puis en même temps, les parents sont contraints à jouer le rôle d'aidant naturel. La religion a moins d'emprise sur le mode de vie des familles. Alors, ce qui est bien important, quand est-ce que, autrefois, on trouvait le plus d'adultes dans un espace limité, c'était dans les églises. Aujourd'hui, c'est des centres d'achat. Alors, oui, puis je caricature à peine. Alors, ça veut dire qu'on vit dans une société en mutation, en transition vers quoi, on ne sait pas. Parce qu'autrefois, la religion avait beaucoup d'impact, beaucoup d'influence sur tous les plans, la religion, naturellement, sur la politique, l'éducation, etc. Alors, sauf que la religion, on pourrait se situer par rapport à ça, de contester ce qu'on nous imposait par la religion ou adhérer à certaines valeurs, mais la religion a tellement pas beaucoup d'importance aujourd'hui, ça n'a pas été remplacé par un autre modèle. On vit dans un vide idéologique, dans un vacuum. Alors, les parents aiment leurs enfants, mais ne sont pas assez disponibles. On va en parler, ce qu'on appelle la négligence affective. Et ça, vous pouvez trouver ça chez les enfants qui ont des vêtements signés. Donner du temps aux enfants. Il y a quelques années, Sylvie avait écrit un article, je pense que c'était au magazine Enfants Québec à ce moment-là, les enfants ont besoin de vacances. Dans le fond, il y a des enfants, des parents l'été, par exemple, qui ont des vacances, mais envoient l'enfant quand même au CPE. Alors, pendant ce temps-là, pendant que la force est au CPE, ils vont aller visiter les musées, aller voir du monde, et ils reprennent l'enfant après ça. Et ça, c'est un signe de la négligence affective. Alors, les mères sont souvent surchargées de travail. Alors, j'ai vu, moi, des moments complètement lessivés. Il y a des moments qui, dans le fond, ils veulent être parfaits dans leur milieu de travail, parfaits dans leur relation familiale, dans leur famille, dans l'entretien de la maison. Alors, je les vois complètement, j'ai tellement vu des moments complètement épuisés. Plus de solitude chez les membres des familles. Ça, c'est assez bizarre parce qu'on vit dans un monde technologique tellement raffiné qu'on pourrait dire on est chanceux. Grâce à ces moyens-là de communication, on ne peut plus se cacher aujourd'hui. On peut rejoindre n'importe qui, n'importe quand, n'importe où à peu près. Là. Alors on est chanceux. On peut entretenir des relations vraiment
régulièrement des personnes qu'on aime, nourrir les relations. Malgré ces moyens de communication-là, si extraordinaires, on n'a jamais observé autant de solitude, malgré ces moyens qui, normalement, devraient nourrir les relations. Alors, Santé Québec a déterminé, il y a l'avant-dernier rapport, que dans la grande région métropolitaine, c'est-à-dire la région 6, l'île de Montréal, Rive-Nord, Rive-Sud, 22% des adultes vivent un état de détresse psychologique. Alors, je ne veux pas vous déprimer avant midi, mais c'est vraiment la réalité actuellement. Alors, la détresse psychologique, sentiment de solitude, sentiment de pris dans des problèmes insolubles, sentiment de dévalorisation, etc. L'insécurité économique et relationnelle engendre du stress familial. Vous savez. Les valeurs familiales sont centrées surtout sur la consommation et la gratification immédiate. René Lécuyer, qui est un grand chercheur à l'Université de Sherbrooke, avec d'autres collègues à travers le monde, ont fait une évaluation, un grand sondage, mais vraiment scientifique, sur l'estime de soi des adultes. Pour déterminer qu'au Québec, entre autres, parce que le même test était passé dans la même semaine à travers différents pays, et que 72% des adultes québécois jugent leur valeur selon leur possession matérielle. C'est-à-dire, je vaux ce que je possède. Alors, ça veut dire, si j'ai une maison coquette, j'ai un bateau, une motoneige, 4 roues, plus j'ai de possession matérielle, plus j'ai de l'argent, alors plus grande est ma valeur. Alors, vous pouvez vous imaginer que c'est très, très, très précaire, parce qu'il s'agit qu'il y a une faillite financière, puis il ne va plus rien. On sait que lorsque une dégringolade des valeurs des actions dans la bourse, il y a beaucoup de suicides, ça c'est admis depuis très longtemps. Alors, beaucoup de ces adultes-là sont des parents d'enfants. Alors, d'après vous, quelles sont les valeurs qu'ils transmettent? En premier, c'est les valeurs de consommation, de possession matérielle. Descartes disait je pense, donc je suis. Aujourd'hui, ça serait je dépense, donc je suis. Alors, la valeur que je me donne, c'est selon ma capacité de dépenser. Naturellement, les médias influencent de plus en plus les valeurs familiales. Les parents accordent plus d'importance à la performance scolaire. Heureusement, il y a beaucoup de CPE qui ont résisté à cette espèce de pression du public en général, mais aussi de parents pour faire des apprentissages trop précoces chez les enfants du préscolaire, durant la petite enfance. La violence physique face aux enfants diminue, mais pas la violence verbale. Alors, il y a eu une étude comparative. Vous savez, c'est les parents, ce sont les parents québécois qui battent le moins leurs enfants dans le monde occidental, selon des recherches comparatives. Je ne vais pas dire qu'ils ne sont pas battables des fois, là, mais c'est ça. Alors, mais les parents québécois ne sont pas nécessairement moins violents que les autres. Ça a changé de forme, c'est la violence verbale. Alors, naturellement, augmentation de 3 types d'enfants, puis quand j'ai eu à donner souvent des formations dans des CPE, puis on remarque ça, les enfants qui mangent juste une couronne, alors les enfants rois, les enfants stressés, les enfants négligés, effectivement, ça c'est beaucoup plus qu'on pense. Négligence affective. Alors, c'est privation d'attention et de solitude à cause d'un manque d'intérêt ou de temps, c'est surtout du temps, qui prive l'enfant d'une relation affective, qui lui fait vivre un sentiment de solitude. Et ça, comme je vous disais tantôt, c'est un peu compliqué à dépister parce qu'il n'y a pas de marque, il n'y a pas de marque physique. Vous pouvez retrouver ça chez les enfants qui ont des vêtements signés, qui ont tout ce qu'il leur faut. Là. Alors, c'est leur relation. Alors, la vie affective ne tolère pas le vide. Tellement d'éducatrices qui trouvent que des enfants qui sont accaparants, j'ai eu à être responsable d'un projet fait durant 5 ans, au niveau de 22 CPE. Et pour faire ce qu'on appelle des plans de soutien au développement, comme on a dépisté les enfants de CPE, c'était dans Saint-Henri, Villemort, Côte-Saint-Paul, la petite Bourgogne, c'est vraiment des milieux plus pauvres que la moyenne de la population. Et c'était très fréquent, des demandes d'aide par rapport à des enfants tellement accaparants, qui cherchaient à attirer l'attention de toutes sortes de façons, ou qui se réfugiaient dans leur monde imaginaire, parce que le monde imaginaire est plus intéressant que la réalité. Alors, négliger, c'est ne pas donner, c'est aussi s'éloigner, être seul et donner naissance à une autre solitude. Alors, finalement, c'est parce que les parents sont... Vous savez, aujourd'hui, les 2 parents travaillent à l'extérieur. Alors, sauf que les milieux de travail ne sont pas adaptés à cette nouvelle réalité-là. Alors, les parents sont bousculés dans le temps. Alors, c'est les parents qui aiment leurs enfants.
c'est pas un problème d'attachement, c'est donner du temps. Les principales conséquences de la négligence affective, faible estime de soi. C'est-à-dire, le noyau d'estime de soi, ça vient d'une relation d'attachement. Quand l'enfant s'est senti aimé, ou se sent encore aimé, et ce sentiment d'avoir été aimé devient une certitude intérieure, comment l'enfant le ressent, l'interprète. Si j'ai été aimé par une personne, la preuve est faite que je suis aimable. Donc, j'ai une valeur comme personne. Et ça, c'est ça le noyau. Alors, l'attachement, selon Bowlby, selon Ainsworth, c'est tous ces auteurs-là, c'est très... Alors, si je demande, c'est déjà arrivé, je demande à une personne, pensez-vous qu'on peut vous aimer? Si la personne me dit non, c'est une personne en dépression. Alors ça veut dire, c'est le premier. Alors, faible estime de soi. Vous savez que lorsque l'enfant, parce que les parents sont tellement bousculés, en fin de semaine, là, il veut parler de quelque chose, puis les parents disent, voyons, je suis occupé, puis voici bon. Et puis que c'est fréquent, qu'est-ce qui se dit, l'enfant? J'ai pas de valeur, j'ai pas d'importance, on touche directement l'estime de soi. Et ça, les éducatrices, faut qu'ils soient préparés, vraiment, à composer avec ces enfants-là. Alors, difficultés relationnelles, manque d'intérêt pour apprendre. Ça, c'est parce que leurs besoins sont ailleurs. Alors, quelle caractéristique, ça c'est du Conseil supérieur, j'ai été membre du Conseil supérieur d'éducation, c'est que, vous savez, qui fait des avis aux ministres, on n'est pas sûr qu'ils lisent, là. Alors c'est finalement une meilleure santé, parce qu'aujourd'hui, oui, beaucoup plus de stimuli, mais moins de médiateurs. Alors, c'est une précocité apparente, mais une identité plus complexe à construire, parce qu'il y a tellement d'influences un peu partout. Des univers multiples à travers lesquels vraiment circuler. C'est ça? Une plus grande liberté, mais aussi une quête de sens sans précédent. Et ça, j'ai eu à écrire un article sur une réalité des enfants d'aujourd'hui. J'ai pris une boutade de Gilles Vigneault. Gilles Vigneault, c'est pas juste un chancelier, c'est vraiment un penseur. Je dirais une entrevue, il avait dit spontanément, les enfants sont très informés, mais ils ne sont pas formés. Alors, les enfants sont bombardés d'informations, mais ils ne font pas nécessairement de lien entre les informations. Alors, quelques lacunes. Chez les enfants d'aujourd'hui, il y a des recherches qui ont été faites, notamment par Michel Feiss et toute son équipe, chez les enfants d'aujourd'hui. Est-ce que les enfants aujourd'hui sont pires ou moins pires que les enfants en 1970 par exemple? On ne le sait pas. On ne le sait pas parce qu'il aurait fallu évaluer, alors faire vraiment une étude des enfants en 1970 pour les comparer à 2014 par exemple. Alors, mais ce qu'on voit aujourd'hui, sentiment de solitude chez les enfants, sentiment de sécurité. Vous savez, l'enfant qui est au CPE, puis il dit, qui est-ce qui va venir me chercher ce soir? C'est-tu papa? Peut-être c'est maman, peut-être c'est l'ami de maman, puis elle ne me l'a pas dit. Pas un enfant sécure. Un enfant qui est en plein groupe, là, au CPE, puis je pose la question, quand je serai à la maison, le monsieur si méchant, est-ce qu'il va être encore là? Alors, quelle que soit les causes du sentiment de sécurité, que ce soit physique ou psychologique, à ce moment-là, l'enfant est sur un mode défensif parce qu'il est inquiet et beaucoup moins disponible à établir de bonnes relations avec les autres et à réaliser des apprentissages. Des valeurs morales, ça c'est très important. Il y a des... Moi je dis souvent, quand un enfant fait quelque chose de vraiment répréhensible, à quelque part c'est normal qu'il se sente coupable. Alors, c'est bien mieux d'avoir un névrotique qu'un psychopathe. Non? Alors, bon, on voit un phénomène que les parents cherchent à ce que leur petit César ne se sente pas coupable, ne se sente pas responsable en vertu de valeurs. Là. Le sens de la responsabilité, l'attention et la concentration. Écoutez, entre 1998 et 2008, sur 10 ans, il y a eu 4 fois plus d'enfants sur médication sur Ritalin. La population n'a pas quadruplé. Et ce que je trouve terrible, sauf comment ça se fait qu'on en donne tant en petite enfance, on en donne en petite enfance. Il y a certains cas, mais vraiment exceptionnels, qui en auraient peut-être besoin pour un bout de temps. La persévérance, ça c'est un problème, ça joue beaucoup sur la motivation.
Alors, la persévérance, c'est terminer une activité que de débuter malgré des difficultés, ce que nous autres, on appelle des efforts, tout simplement. Alors, ça qu'on a constaté. Beaucoup trop d'enfants et d'adolescents n'ont pas de rêve, n'ont pas de modèle d'identification. Alors, ça veut dire qu'il faut avoir des rêves dans la vie, et surtout chez l'adolescent. Alors, je dis aux parents, même si le rêve de votre jeune est complètement fantaisiste, complètement irréaliste, vous êtes chanceux, tant qu'il rêve, il veut vivre. Et ça, je le dis plusieurs fois. On voit que les adultes, c'est des éteignoirs de rêve. Voyons donc, on ne va pas là-dedans, ce travail-là, il n'y a pas de voiture sur un chômage. Ils n'ont pas de modèle d'identification au niveau d'avoir des relations stables. Alors, les carences sont générées par la négligence de la part des adultes et par la société, qui valorise surtout la performance et la consommation. Les éducatrices animent le milieu de garde. Elles lui donnent vie en favorisant de bonnes relations avec les enfants. La formation, l'expérience, le savoir-faire des éducatrices et des gestionnaires du milieu de garde influencent grandement la qualité du milieu. Ça, moi, ça ne prend pas de temps quand je rentre dans le CPE, ça ne prend pas de temps que je vois un peu la qualité. Ce qui se passe là, c'est la qualité, c'est vraiment sur la qualité des interactions, des relations. Voici quelques attitudes éducatives en termes de savoir-être fondamentales dans les relations avec les enfants. Puis ça, la formation, peut-être vous les formez sur ce plan-là, mais pour moi, c'est vraiment la base. Alors, les attitudes éducatives de base pour une éducatrice. D'abord, la considération des enfants. Alors, laisser que l'éducatrice porte à chacun des enfants en lui reconnaissant une valeur intrinsèque pour ce qu'il est. Moi, je dis souvent à des éducatrices, si un enfant il a senti qu'il y avait une valeur à vos yeux, puis il est devenu avec une certitude qu'il y a une valeur à vos yeux, il va toujours se souvenir de vous, tout le temps. Alors ça, c'est essentiel. Développer la sécurité. L'éducatrice satisfait les besoins de l'enfant et le protège des dangers réels, naturellement, ou potentiels. Alors, mais aussi sa sécurité psychologique. Elle organise des conditions de milieu pour assurer chacun des enfants, et notamment par la sécurité psychologique, par des règles de conduite. Alors, qui est pour la transmission de valeurs. Développer la confiance. L'éducatrice est fiable dans ses réponses. La première confiance que l'être humain établit, c'est la confiance en l'autre. La confiance en soi vient après. Alors, mais la confiance en l'autre, qu'est-ce qui fait que le bébé, ce que Erickson parlait de basic trust, comme ce qui fait que le bébé en vient avoir confiance en l'autre, c'est quand le parent est fiable. Même s'il attend, il y a eu satisfaction de ses besoins. Alors, est fiable dans ses réponses aux besoins des enfants, même à la suite d'attentes qui sont frustrantes. Pour beaucoup d'enfants qui aiment ça attendre. Alors, inspire la confiance quand elle tient ses promesses. La disponibilité. Engagement professionnel de l'éducatrice qui dépasse parfois ses besoins immédiats. Alors, ou son confort, pour satisfaire les besoins des enfants, tout en évitant le dévouement excessif. Écoutez, il y a des problèmes où les éducatrices de cystite, des éducatrices ont des problèmes parce qu'il faut qu'ils aillent uriner, mais ils ont les enfants devant eux autres et ils se retiennent. Ils se retiennent continuellement et finalement, ça c'est du dévouement excessif. Là. Alors, leurs besoins de base, ils les mettent de côté pour satisfaire les besoins des enfants. Alors, la congruence, authenticité de l'éducatrice. Alors, ces paroles sont contraires, reflètent fidèlement ce qu'elle pense ou ressent. Et ça aussi, ça donne la confiance au niveau des enfants. L'empathie, ce qui est le plus fondamental. Alors, décentration d'elle-même. Chez l'éducatrice, ça fait de décoder les besoins ou les sentiments qui entraînent les comportements des enfants, voire derrière, que cachent les comportements. Alors, derrière ça, et j'ai toujours dit, moi, la sympathie qu'on a par rapport à un enfant, ou l'antipathie par rapport à un autre, les deux nuisent à l'empathie. La sympathie, on est tellement proche émotivement, parfois c'est difficile de faire un recul pour voir c'est quoi vraiment tellement fait cet enfant-là, voir ses réels besoins. Et l'antipathie, on est aussi proche émotivement par rapport à l'enfant qui nous est antipathique qu'on est par rapport à celui qui nous est sympathique, mais pas pour les mêmes raisons. Alors, finalement, c'est vraiment déconné. Je donne beaucoup de formations aussi à des orthopédagogues, je leur disais, si un enfant a de la difficulté à lire, par exemple, il faut d'abord lire l'enfant. Tu ne peux pas l'emmener
cet enfant-là décoder. S'il ne décode pas, pourquoi qu'il bloque? Alors, c'est une relation chaleureuse. L'importance du sourire. Écoutez, c'est d'abord le sourire étant le premier geste social de l'être humain. Vous prenez le bébé là, qui a 6 semaines à peu près, vous faites des guilis, il sourit. Il sourit et finalement, s'il sourit, c'est parce qu'on lui a souri, parce qu'on lui a donné beaucoup. Et aussi, il sourit à une forme qu'on appelle la gestalt. Ça veut dire à chaque fois qu'il y a le visage humain, ce moment-là en mouvement, ça lui rappelle des satisfactions qu'il a eues. Ça, les études de Spitz ont très bien démontré. Alors, ça veut dire que lorsqu'on sourit à un enfant, ça veut dire que d'abord, ça lui donne une valeur. Si on sourit, il est en plein milieu du groupe. Et qu'est-ce que l'enfant ressent? Elle a fait ça juste pour moi. Il tombe en amour avec l'enseignante, avec l'éducatrice. Et sauf que, j'ai connu des enseignantes, malheureusement, qui, quand elles souriaient, la figure leur craquait. Parce qu'ils ne sont pas habitués à faire fonctionner ces muscles-là. Et vous savez, si vous rencontrez quelqu'un que vous connaissez bien, une personne d'un certain âge, là, et qu'elle vous sourit, instinctivement, vous allez lui sourire. C'est tellement primitif comme ça. Et même si la personne a des rides, on ne voit plus les rides. Hein. On voit juste le sourire. C'est pour ça que je souris beaucoup avec le monde. Alors, c'est le sourire qui attire l'attention. On ne voit pas le reste. Alors, ce qui est bien, bien, bien important. La qualité du regard. On juge notre valeur souvent par la façon qu'on est regardé. Des contacts physiques, chaleureux. Les enfants en ont besoin, en autant qu'on ne fusionne pas, là, mais cultiver l'humour pour les enfants. Ça soit vraiment créer du plaisir, accorder une attention particulière à chacun, le plus possible. Et des paroles valorisantes. Et ça, je dis à des parents, vous avez le choix de travailler l'estime de soi de vos enfants? Non. Mais si vous ne cherchez pas à développer l'estime de soi de vos enfants, au moins, il faut faire attention pour ne pas travailler contre l'estime de soi. Travailler contre l'estime de soi, c'est surtout des mots qui blessent, des paresseux, des lents, des têtus. C'est pas dire un mot blessant qui perturbe un enfant. On n'est pas des robots, on peut avoir des paroles qui dépassent parfois notre pensée, c'est lorsque c'est fréquent. Et ça, on sait qu'à partir de 7-8 ans, quand on dit t'es paresseux, on lui a souvent dit, il va se le dire autant de fois dans sa tête lorsqu'il est seul. Alors, et ça va faire partie de son identité. Ça va faire partie de son nom. Chaque enfant a en lui le désir d'apprendre, et il ne peut apprendre que ce qu'il a le désir d'apprendre. Bon, la réponse, c'est Carl Rogers. C'est pas d'hier, ça, là. Ça fait longtemps, mais c'est quand même toujours très juste. Cependant, ce désir d'apprendre est grandement favorisé quand l'enfant est convaincu qu'il a la valeur aux yeux de son éducatrice. Alors, c'est sûr que l'apprentissage a ainsi un sens relationnel. Alors, reconnaître la valeur de chaque enfant. Souligner les forces de chaque enfant, mais avec des exemples concrets. On ne travaille pas l'estime de soi d'un enfant, lui dire tu es fin, tu es gentil, tu es intelligent. Faut Dieu ça te tente, c'est pas ça. Tu as prêté ton jouet, ton copain, je suis fier de toi. De dire en parole des gestes, de souligner en parole des gestes concrets qu'il fait pour qu'il. Autrement, il ne saurait pas. Alors, l'estime de soi, c'est la conscience de sa valeur, et non pas sa valeur comme telle. Il y a beaucoup d'enfants, beaucoup d'adultes d'ailleurs, qui ont des belles qualités, des forces, des compétences. Tout le monde le voit, tout le monde le reconnaît, sauf la personne elle-même. Alors, la conscience passe par la parole, elle passe aussi par l'écriture si l'enfant sait lire plus tard. Quand l'enseignant écrit un petit mot de félicitation, et pourquoi les enfants aiment tant les collants de la maîtresse? Parce que ça confirme la valeur. Ce que j'ai fait, c'est beau, c'est valorisé. La preuve, j'ai un collant. Alors, c'est vraiment ça. Alors, souligner les progrès de chaque enfant en le comparant à lui-même. Et ça, je trouve ça intéressant, des espèces de portfolios adaptés à petite enfance qui sont très, très intéressants. Soutenir l'enfant face à une difficulté, mais surtout soutenir la persévérance. Que tu montres. Mon enfant, mon petit garçon, là, ce que tu commences, tu le termines. Même si tu as de la difficulté. Alors, ça le prépare. Accueillir l'expression des sentiments. Les sentiments, c'est. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, on peut aller dans les nuances sémantiques, qui confondent émotion et sentiment. Alors, c'est très, très proche. Je peux avoir moi, un sentiment d'hostilité vis-à-vis de quelqu'un, mais j'ai juste moi qui le sais, c'est l'intérieur un sentiment. Mais si je commence à l'engueuler, c'est une émotion. Alors, ça veut dire l'émotion est dans l'expression du sentiment. Lorsqu'on dit
on aide à exprimer ses émotions, c'est un pléonasme. Nécessairement, une émotion, c'est une expression. Alors, bon, écoutez, je peux vous dire n'importe quoi. Là, moi, je suis un linguiste, je m'en ai. Mais on ne peut pas emmener un enfant à mettre des mots sur des sentiments s'il n'est même pas capable de mettre des mots sur des sensations. Chaud, froid, douloureuse, salé, sucré, alors qui est beaucoup plus primitif. Alors, beaucoup d'adultes d'ailleurs, qui ont la difficulté à mettre des mots sur les sentiments. Alors, une relation empathique. Les relations enfants-éducatrices sont nourries par des attitudes d'accueil, d'affection, de générosité et de respect de l'enfant. Elles sont favorisées par de multiples petits gestes affectueux. Quels sont les ingrédients d'une bonne relation? Et ça, il faut que ça soit vraiment transmis dans la formation. Les ingrédients d'une bonne relation éducatrice-enfant, c'est un paquet de petites choses non verbales, d'abord. Alors, par des petits gestes affectueux. Elles prennent la forme d'ondes positives, de joie et de bonheur, qui donnent de l'énergie et de l'espoir autant à l'éducatrice qu'à l'enfant. Ce sont des relations précieuses qu'il faut protéger. Pour moi, la plus grande richesse de la société, les personnes qui me connaissent, ils savent que je suis marié avec les enfants, mais, alors la plus grande richesse de la société, ce sont nos enfants. Si on désire sincèrement qu'ils se développent de façon vraiment harmonieuse, à travers une relation vraiment de complicité, il faut d'abord prendre soin des éducatrices. L'enfant a besoin et a le droit de vivre avec une éducatrice qui est détendue, valorisée et reconnue socialement pour ses compétences. Les éducatrices en milieu de garde sont des professionnels qui ne sont pas encore assez reconnus comme tels par le gouvernement et par l'opinion publique en général. En effet, on considère encore que le milieu de garde est fait pour jouer et que les apprentissages relèvent de l'école. Sauf que le jeu est la route royale des apprentissages. Alors, c'est un paquet d'apprentissages qui se réalisent grâce au jeu. Nombreux sont les parents qui ne comprennent pas ce qui se passe dans un milieu de garde. Ils ne savent pas que leurs enfants ils font de nombreux apprentissages par le biais de jeux qui s'inscrivent dans des programmes adaptés aux divers niveaux des enfants. Alors, écoutez, c'est... vous savez, il y a des différentes formes de jeux, des jeux moteurs, courir, grimper, sauter, ça, des jeux symboliques, représenter quelque chose, et de prévention en ce qui concerne les difficultés d'adaptation et d'apprentissage. Et ça, les gouvernements, je ne suis pas sûr qu'ils ont vraiment compris qu'un dollar investi en petite enfance va sauver beaucoup de dollars plus tard à la société. Alors, parce que le dépistage, plus un jeune, par exemple, plus un jeune enfant est dépisté rapidement quand il y a des problèmes et qu'on intervient de façon rapide, meilleur est le pronostic, ça, tout le monde le sait. Les éducatrices ont fait preuve de leurs compétences, mais souffrent d'une pauvre estime d'elles-mêmes, la valeur qu'ils se donnent comme éducatrices à cause d'un manque de reconnaissance, pauvre estime d'elles-mêmes parce que la société ne reconnaît pas leurs habilités et leurs connaissances. La rémunération fait partie de cette reconnaissance. Et elles ont besoin, pour l'obtenir, de l'appui positif alors des parents. Heureusement qu'elles ont chaque jour la reconnaissance des petits. C'est leur plus grande satisfaction et c'est cela qui attire leur passion de l'éducation. C'est une très belle histoire d'amour. Merci. Dans le temps que j'avais écrit, ça avait surpris bien du monde au Magazine Enfants Québec, au Petit Chroniqueur, plaidoyer pour les éducatrices, pour traduire au public un peu toute la tâche de l'éducatrice. Avez-vous d'autres questions, commentaires? Oui, madame? Un rapport différent des grands-parents que des familles élargies concernant les enfants d'aujourd'hui. Ah, ça, c'est intéressant comme question parce que, écoutez, qu'est-ce qui favorise le plus, par exemple? Je prends l'estime de soi. En premier, qui a le plus d'impact sur l'estime de soi? En premier, ce sont les parents. En deuxième, l'éducatrice service de garde.
Avant ça, c'était les grands-parents. Parce que là, chez les Québécois francophones, ce qu'on remarque comme phénomène, il y a un isolement depuis plusieurs années de la famille nucléaire par rapport à la famille élargie. C'est-à-dire que les enfants sont beaucoup moins en contact avec les grands-parents, cousins, cousines, oncles, tantes, alors, ce qu'il n'y a pas dans les autres ethnies. C'est-à-dire ça. Alors, ça veut dire que la famille nucléaire est plus isolée qu'autrefois. Ça joue sûrement. Alors, sur le développement des enfants. Les grands-mères donneront leur force. Ah, les grands-mères, c'est bien. Et surtout quand elles ont déjà été éducatrices, c'est ça. Ah ouais. C'est le bout. Elle fait des bonnes grands-mamans. Comme ma douce est grand-mère, mais complètement gaga. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui? Oui, à un moment donné dans la présentation, vous parlez de l'importance des médiateurs. Oui. Alors, j'aimerais ça juste que vous développiez un petit peu sur ce que vous entendez par médiateur. Médiateur, moi, ce que j'entends, c'est accompagner l'enfant dans le processus d'apprentissage. Lui respecter son rythme de développement, et devient à ce moment-là une espèce de transition entre ce que l'enfant est et ce qu'il doit apprendre. Alors ça c'est très, très important. On sait par exemple que le système scolaire actuellement ne suit absolument pas les lois naturelles du développement. Ça n'a rien à voir avec les lois biologiques, avec les lois du développement. Alors, bon, petit exemple bien bête, dans la vraie vie, un enfant, lorsqu'il a 1 an et qu'il n'a pas appris à marcher encore, on ne lui fait pas reprendre son année. Tu sais. Alors, ça c'est la vraie vie. Ah oui, c'est ça. Si à 2 ans, il n'est pas propre, on n'aura pas de classe spéciale. C'est tellement fou la façon qu'il est organisé, ça ne suit absolument pas les lois. Heureusement, des CPE, on suit l'enfant. Et la question que je pose souvent des enseignants, les enseignants me répondent bien clairement, est-ce que vous suivez les élèves ou vous suivez les programmes? Alors, on va dire, on essaie de faire les deux. Ah, c'est sûr, Boucher, j'aimerais ça faire les deux. Bien, dites-vous bien, quand vous faites doubler un élève, je pense que vous suivez le programme. Ah, bien là, on n'est pas d'accord avec vous, M. Duclos, on ne veut pas qu'il vit l'échec l'année suivante. C'est pour ça qu'on le fait doubler, on pense à l'estime de soi. L'échec par rapport à quoi? Au programme. Vous suivez le programme. Alors, je me disais, bon, si je retournais dans l'enseignement, alors je pourrais suivre vraiment des programmes à mon goût, comme j'ai appris. Alors, si je n'avais pas d'enfant, je suis fatigué, ça, ces jeunes-là. Je caricature à tête. Oui. D'autres commentaires? Oui? Vous avez parlé beaucoup, vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Vous avez parlé beaucoup des centres d'habitat enfance, mais je voulais vous entendre un peu sur les milieux scolaires, les services de garde dans le milieu scolaire, parce que... Ouais. Ça, c'est il y a une grande admiration pour les éducatrices en milieu scolaire. D'abord, c'est pas facile parce qu'on a des horaires sont vraiment coupés. Ensuite, écoutez, les enfants, lorsqu'ils sont en classe, il y a des enfants, écoutez, assis longtemps sur une chaise de torture. Alors, et finalement, parce que les enfants ont besoin de bouger, ont besoin d'être actifs. Et heureusement, dans les services de garde dans le milieu scolaire, les enfants vont vivre davantage de l'appartenance, le sentiment d'appartenance à un groupe, et en autant que le service de garde dans le milieu scolaire ne se transforme pas, ne soit pas un prolongement de l'école, comme tel, de faire des activités très structurées avec un résultat attendu, etc. Mais c'est, écoutez, quand un jeune fréquente l'école, de la maternelle jusqu'en secondaire 5, puis il fréquente le service de garde, il passe environ 14 000 heures à l'école. Dans ces 14 000 heures-là à l'école, écoutez, il y a beaucoup d'apprentissage, des habiletés sociales qui doivent s'intégrer. Et on sait que les milieux de garde dans le milieu scolaire favorisent beaucoup ça, l'apprentissage des habiletés sociales. Mais en autant que ces enfants-là aient la chance de socialiser sans être obligé de faire quelque chose tout le temps, d'être obligé de performer. C'est ça
c'est ça qu'on voit.